Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie aujourd'hui de vous accueillir sur une table ronde destinée à parler des carrières des femmes dans la tech et plus spécifiquement des carrières entrepreneuriales dans la tech. Pour parler avec moi aujourd'hui de ce sujet brûlant, j'ai Julie Rousseau. Julie Rousseau est experte chez Willa depuis quelques années. En dehors de son expertise sur le business model, sur la stratégie, Julie Rousseau a une carrière d'ingénieur. Donc, elle a travaillé également dans la tech et a pu découvrir les aspects, on va dire, un petit peu sexistes de l'environnement tech. Et Xuanvi. Xuanvi est la fondatrice de Vibes. Vibes, c'est une application pour apprendre à danser en complète confiance et avec de la réalité virtuelle, mais surtout accompagnée de professeurs expérimentés et influenceurs un petit peu sur les bords. Vi a aussi une carrière dans la tech. Donc, tu as fait des études très tech puisque tu as fait des études informatiques à Epitech. Puis, par la suite, tu t'es orienté vers une agence et enfin, tu as monté Vibes. Mais chez Vibes, tu fais pas de tech. Tu n'assures pas la partie tech. Donc, on aura cet échange. Et donc, moi, je me présente. Je m'appelle Sarah. J'ai rejoint Willa. Donc, Willa, qui est un incubateur dédié à l'entrepreneuriat féminin et aux femmes qui entreprennent dans la tech. Donc, j'ai rejoint Willa après une courte carrière d'avocate en nouvelles technologies et propriété intellectuelle où j'ai accompagné beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entrepreneurs masculins. Et aujourd'hui, je me bats avec beaucoup de conviction pour agir, pour qu'on ait un écosystème qui soit plus mixte et plus paritaire, parce qu'on est convaincu chez Willa, et on est convaincu avec Vi et Julie, que l'innovation, elle se crée par la diversité, par la mixité, et qu'elle doit refléter en fait l'ensemble de la société. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de tout ça. Merci à toutes et à tous de nous écouter et de nous voir, de nous regarder. Alors, pour la première question, très très simple, c'est plutôt de vous demander, vous, quel est votre parcours et quel est votre retour, quels sont les enseignements sur votre parcours en tant que femme qui ont eu ou ont abandonné à un moment donné une carrière dans la tech. Du coup, je vais commencer. J'ai fait, oui, en effet, j'ai fait Epitech. Donc, je suis diplômée de la promotion 2012. Et à l'époque, quand on a démarré, on était trois filles pour 500 garçons. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que malheureusement, souvent les garçons ils sont là. Enfin, c'est très bienveillant à la base, mais ils sont toujours là. Est-ce que tu as besoin d'aide? Je pense que tu galères. Comment on peut t'aider? Et même enfin, moi, clairement, je visais à être major de promo. Et quand on fait les projets de groupe, malheureusement, les professeurs qui viennent nous corriger, ils ont tendance à se tourner plus vers les garçons en disant, bah, alors, qu'est-ce que tu as fait? Et c'est assez vexant parce que quand on fait partie de ceux qui travaillent le plus, je dis pas que mes camarades, au contraire, hein, ils étaient présents, mais c'est vrai que ça nous fait perdre un peu en confiance. Donc moi, j'ai trouvé ça assez dur au départ parce que j'étais pas très confiante et de me dire, bah, on me donne pas la parole en première. Est-ce que c'est aussi une question de finalement, je suis pas encore assez forte, j'ai pas encore montré mes capacités techniques, donc il faut que j'aille un peu plus. Donc au début, c'était hyper dur, mais en vrai, en sortant de ces 5 ans d'école, ça m'a donné énormément de force pour le monde professionnel, pour lever un peu plus la voix, ça m'a donné plus. Enfin, c'est là où je me suis dit, bah là, s'il faut que je lève la voix, il faut que je lève la voix, il faut que je montre, il faut que je me batte vraiment. Donc ça m'a donné beaucoup de force, mine de rien. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombée dans une société de publicité et de marketing, donc c'était un peu l'inverse, plus de femmes que d'hommes. Et ils ont été très très bienveillants et même nos CTO qui sont du coup des hommes. Ils avaient vraiment cette écoute et ils m'ont donné beaucoup de crédibilité. Ils ont cru en moi et ça m'a beaucoup aidé pour la suite. Donc vraiment,
Donc voilà, c'était pas évident, c'est pas évident, je trouve, mais ça joue beaucoup dans notre caractère et dans notre expérience. Ça nous donne beaucoup, beaucoup d'énergie. Et le mieux, c'est de l'apprendre de manière positive, clairement. Pour des petits chiffres, pour que les personnes comprennent, aujourd'hui, il y a 27,8% de femmes dans le numérique. Alors, quand on considère 27,8% dans le numérique, c'est qui bossent dans le numérique, mais ces chiffres, ils tombent bien plus bas lorsqu'on prend le nombre de développeurs, de développeuses, pardon, lorsqu'on prend le nombre de data scientists femmes. Et on se rend compte qu'il y a une vraie problématique puisque aujourd'hui, dans les écoles d'ingénieurs, il n'y a encore pas assez de femmes, malgré le fait que finalement, les femmes, quand elles sont en école, elles réussissent bien, voire allez, on va le dire, puisque c'est des chiffres mieux que les hommes. Il y a cette volonté et cette obligation mentale, et ça, Julie, on en a beaucoup parlé, d'être la meilleure et de devoir être la meilleure parce qu'en fait, on n'a pas le droit à la normalité. On a cette obligation, en fait, quand on est dans la tech, de devoir être vraiment très, très bonne, puisqu'on a toujours ce petit sentiment d'illégitimité et de non-appartenance. Et donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué, c'est ce que tu expliquais. La difficulté, c'est quand on se retrouve à 3 sur 500, ben, on n'est pas la normalité. Et donc, forcément, on ressort du lot et forcément, on va devoir faire ses preuves de manière un peu plus complexe. Et nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de mettre en avant le fait qu'il n'y ait pas assez de femmes dès le départ, que le pipe ne soit pas assez élevé dans les écoles d'informatique, dans les écoles d'ingénieurs, pour justement montrer que après, c'est ce pipe-là réduit qui va construire les solutions de demain et qu'on en a besoin, on a besoin de l'élargir. Et c'est pour ça aussi qu'il faut pousser les jeunes filles au travers d'initiatives, et il y en a plein. Il y a des initiatives qui s'attaquent au lycée et au collège, donc qu'apprennent les jeunes filles à coder, mais il y a aussi des initiatives qui doivent être gouvernementales. Et après, bon, il y a cette notion de quota qui pose des questions et qui est critiquée par beaucoup de monde, mais à laquelle nous, on croit beaucoup et qui a notamment été mis en place par l'école 42. Alors, c'est pas du tout un quota, mais c'est quand même un accès facilité à l'inscription pour les femmes, pour justement qu'il y ait plus ce déséquilibre et qu'il y ait un sentiment aussi de sécurité au sein de ces études, au sein de ces études informatiques, parce qu'il y a aussi cette difficulté-là et ce sentiment d'insécurité que peuvent avoir les femmes de se retrouver toutes seules, entourées d'hommes. Julie, je te laisse la parole pour nous parler de ton parcours. Oui, alors moi j'ai une expérience qui est forcément un petit peu différente parce qu'elle est un petit peu plus ancienne. Moi j'ai été diplômée en 2000 de mon école d'ingénieur, qui était une école donc, qui est Télécom Physique Strasbourg, euh, qui est une école où on fait de la physique fondamentale. Et on était 20% de femmes, ce qui était beaucoup en proportion d'autres écoles et à l'époque, et qui effectivement soutient cette idée que dès qu'on est plus nombreuses, en proportion, 20%, c'est pas la parité, mais c'est quand même un cinquième, on se fond beaucoup plus dans la masse, et de fait, on a beaucoup plus d'opportunités de développer un parcours porteur de sens. Donc moi, j'ai commencé effectivement ma carrière plutôt dans l'industrie que dans la tech, puisque je suis ingénieur en optique et en optoélectronique, donc sur des systèmes complexes comme des capteurs ou comme des systèmes de visualisation. J'ai ensuite changé de parcours suite à une expérience internationale et parce que j'avais envie d'avoir d'autres perspectives et je suis aujourd'hui plutôt experte en intelligence économique. Et ce que je voudrais dire, c'est que c'est finalement pas très différent d'un métier d'ingénieur. On résout des problèmes, on les modélise, on essaie de leur apporter des solutions et ça reste une problématique. Enfin, ça reste une résolution de problématiques. Et le fait d'avoir vraiment appris à apprendre des choses difficiles, c'est ce que j'utilise certainement le plus aujourd'hui comme compétence. Et c'est pour ça que je voudrais encourager toutes celles qui nous écoutent et rappeler que les études d'ingénieur sont des études qui sont ouvertes, qui sont le plus souvent publiques et donc pas très chères, voire gratuites.
Moi, mon école d'ingénieur, elle était publique, elle était gratuite pour les gens au premier échelon de bourse. C'est des carrières qui offrent énormément d'opportunités de faire vraiment beaucoup de choses parce que c'est un titre qui est reconnu et qui a de l'impact. Donc voilà. Et puisqu'on parlait des initiatives qui soutiennent ce type de démarche, je voudrais mentionner deux associations qui sont très engagées et avec lesquelles on est très souvent en échange, aussi bien Sarah que moi, qui sont Femmes et Sciences d'une part, qui s'intéressent plutôt aux carrières des femmes scientifiques, donc celles qui ont des doctorats, et Femmes ingénieures, avec notamment sa secrétaire générale adjointe, Fatima Bakhti, qui est un rôle modèle, je crois, pour chacune d'entre nous, et qui sont aussi engagées pour expliquer aux très jeunes filles que oui, elles peuvent le faire, oui, c'est accessible, et oui, c'est porteur d'opportunités. Moi, quand je suis rentrée en école d'ingénieur, alors je vais vous donner la date, ça date pas du tout, c'était en 1997. J'ai été accueillie par mon parrain de promo qui nous a dit: vous faites maintenant le plus beau métier du monde. Et clairement, moi j'en ai la conviction, ingénieur, c'est vraiment le plus beau métier du monde. Merci beaucoup, Julie. Et alors là, c'est plutôt sur l'aspect positif et je suis d'accord avec toi, la résolution de problèmes, parce que sur l'aspect juridique, c'est un peu, je m'y retrouve un petit peu sur le fait d'analyser des situations et résoudre des problèmes. Et moi, c'est aussi ce qui m'a beaucoup plu quand je suis devenue avocate en nouvelle tech, parce que c'est en fait une science qui se construit au quotidien et c'est aussi la résolution de problèmes appliqués à la technologie. Donc, c'était vraiment deux pans d'activité qui me plaisaient beaucoup. Et par contre, est-ce que toi, en fait, dans ta carrière, tu as senti une différence en tant que femme ingénieure par rapport à d'autres personnes ou des personnes du sexe masculin qui t'entouraient? Est-ce que tu as eu l'impression à un moment donné de subir des discriminations? Est-ce que tu as l'impression que les choses changent aussi? Alors clairement, ce qui a été pour moi une expérience pas du tout réjouissante de ce point de vue-là, c'est la parentalité. C'est la parentalité, puisqu'effectivement, c'est à ce moment-là, avant non, clairement avant non, euh, parce que parce qu'encore une fois, moi j'étais plutôt dans l'industrie, que j'ai fait une partie de ma carrière aux États-Unis à une époque où ces questions-là n'étaient pas traitées en France, mais elles étaient déjà traitées aux États-Unis, donc ça m'a certainement facilité les choses. Mais avant d'être parent, non. Euh, et ça a été d'ailleurs une expérience particulièrement riche, enfin, du moins instructive. Je peux la regarder avec beaucoup de recul, puisque mon fils va fêter ses 12 ans bientôt, donc j'ai un peu de recul sur la question. Il se trouve que mon mari a exactement le même parcours que moi, et que quand notre fils est né, sa carrière à lui a accéléré pendant que moi, je subissais du harcèlement et de la discrimination. Donc je pense que là-dessus, il y a clairement un travail à faire. Je pense que c'est un signe d'encouragement. Je veux dire, le fait de rencontrer ces premières difficultés autour de 30 ans, quand on fait son premier enfant, ça veut dire que les 10 premières années de ma carrière, j'y ai pas été confrontée. Donc je dis pas que ça n'existe pas, mais je donne ça aussi comme un message d'espoir. Ouais. Après, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, des mesures comme celles qui sont dans les tuyaux là, sur l'obligation faite aux hommes de prendre leur congé paternité, pas la possibilité, l'obligation, ce qui est à mon avis très différent. Et là, Ça voilà, l'allongement et l'obligation, et j'insiste vraiment sur cette idée d'obligation, ça va changer beaucoup de choses, puisqu'une entreprise au recrutement ne se dira plus: ah bah oui, mais il va y avoir une absence de X mois. N'importe quel individu, quel que soit son genre, quelle que soit son orientation sexuelle, quelle que soit, voilà, sera dans l'obligation de prendre un congé parental, ce qui n'a que des avantages du point de vue de la société, de l'éducation, du bien-être de l'enfant, et donc ça, c'est extrêmement positif, mais ce qui aura aussi, je pense, des avantages très forts en termes de carrière féminine. Donc moi, c'est vrai que c'est mon parcours et mon expérience. Voilà, enfin, effectivement, avant la parentalité, moi, j'ai pas eu trop de difficultés.
Merci beaucoup, Julie. Et je tiens à appuyer sur ce que tu dis, notamment sur plein de symboliques quand on appelle le congé parental, congé maternité, parce qu'on considère que c'est la femme qui doit s'arrêter et prendre la charge mentale, en fait, de l'arrivée d'un nouvel être humain sur Terre. Ce qui est un peu compliqué, du coup, puisque ça veut dire que derrière, on considère que l'homme doit retourner au boulot et psychologiquement, c'est aussi difficile pour les hommes de s'inscrire en fait dans des démarches de parentalité. Donc, c'est aussi important de reconnaître que c'est des efforts qui sont faits des deux côtés et qu'il y a de plus en plus, et en tout cas, moi je vois parce qu'il y a pas mal de couples autour de moi qui commencent tout juste, donc c'est plus les bébés ont 1 an, à avoir des enfants avec des initiatives qui pré-loi ont été de carrément prendre des congés. Et c'est vrai que ça va changer. Il va y avoir une différenciation du coup moindre qui va être fait par les employeurs et à l'embauche sur la partie de qu'est-ce que vous allez faire dans le futur. Est-ce que vous allez décider d'avoir des enfants? Et moi, cette question, je l'ai déjà eue et je la trouve, bon, elle est illégale, hein, sachez-le, mesdames. Elle Mais est elle est surtout chrétienne parce que, ok, enfin, bon, 3 mois dans une vie, c'est finalement pas grand-chose. Et pour la petite histoire quand même et pour la blague, au moment où on a eu notre deuxième enfant, donc moi j'étais déjà indépendante, mais mon mari lui était salarié, à peu près à la même période, lui s'est cassé le fémur. Bon, bah, il a eu 3 mois d'arrêt maladie en fait. Et contrairement à un congé maternité, il ne l'avait pas planifié. Donc son employeur a dû aussi s'organiser et, enfin, objectivement, euh, les entreprises y arrivent. L'expérience du coronavirus et de la crise pandémique, de ce point de vue-là, est hyper porteuse d'espoir. Enfin, je veux dire, on a réussi à s'adapter à un grand confinement de plusieurs semaines dans des situations avec une angoisse qui n'était pas du tout la même. Les entreprises peuvent tout à fait s'adapter à ça et elles n'ont que des bénéfices à en retirer en termes d'engagement de leurs collaborateurs, en termes d'attraction des meilleurs talents, parce que c'est le sujet autour duquel on tourne depuis tout à l'heure. Enfin, je veux dire, la réalité, c'est que les femmes représentent 50% de la population. Donc 50% des cerveaux disponibles. Euh, Se priver de 50% des talents disponibles, quel que soit le secteur d'activité, c'est quand même pas des plus pertinents dans une ère où avec besoin de croissance. on a besoin de ça, et puis où effectivement on a besoin de gains de productivité. Enfin, voilà. Oui, et c'est en apportant aussi des solutions qui seront variées et des solutions qui sont portées à la fois par des hommes, par des femmes, par des personnes qui ont des backgrounds différents, ne viennent pas forcément des mêmes milieux sociaux, parce qu'on parle aussi beaucoup des femmes, mais on ne parle pas de l'intersectionnalité, d'être une femme noire. Du coup, toi, tu es une femme Janvi, dont les parents sont d'origine asiatique, ça fait aussi possiblement de discrimination. Et c'est ça aussi sur lequel on lutte et qu'il faut mettre en avant, c'est le fait d'avoir des personnes qui sont variées pour éviter d'avoir des technologies qui reproduisent des biais cognitifs. Alors, je parlerai seulement parce que moi, je la trouve merveilleuse, hein, la technologie de reconnaissance faciale des téléphones portables qui ne reconnaissaient pas les Asiatiques parce qu'ils avaient les yeux fermés ou qui ne reconnaissaient pas les Noirs et les traits de personnes noires. Ça pose problème aujourd'hui. Et du coup, j'ai une question à vous poser à toutes les deux. Est-ce que vous pensez qu'il faut des mesures, donc type quota par exemple, type congé parental, mais ça on en parlait tout à l'heure, des mesures fixes et des mesures qui sont des mesures obligatoires pour favoriser les carrières des femmes dans la tech et les carrières des femmes scientifiques. Au début, moi personnellement, j'aimais pas cette histoire de quota parce que j'ai l'impression que ça mettait des cases, que ça forçait les mauvaises choses. Et au plus j'avance et au plus je me trouve que c'est quand même important de forcer, parce qu'en fait, on a toujours peur de l'inconnu. Et donc de forcer un petit peu la main, de dire bah, il faut
tant de personnes, tant, et ça ouvre en fait la discussion là où il n'y a pas eu de discussion et ça ouvre les esprits sur bah il faut réfléchir un peu plus loin que devoir prendre un tel, un tel. Moi je sais que dans mon ancienne entreprise ils ont justement au début j'étais pas très fan parce que j'avais l'impression que sur les 10 dirigeants tech parce qu'on devait être 10 autour de la table. Comme j'étais la seule femme, j'avais l'impression d'avoir été prise parce que j'étais la seule femme. Et au contraire, clairement, ils m'ont expliqué, mes STIO, que c'est pas une question de femmes, au contraire, c'est plus une question de, comme il y a beaucoup de garçons, ça permet de challenger un peu la sensibilité. Enfin, je dis pas que les garçons sont moins sensibles que les femmes, mais on a une sensibilité totalement différente dans les équipes tech. Et je l'ai vraiment, enfin, je les remercie d'avoir forcé un peu ce côté, bah, il faut mettre des femmes. Et même au niveau des origines, ils ont et enfin, ça n'a pas été dit officiellement parce que ça ne se dit pas, mais ils ont essayé de prendre plein de personnes différentes parce qu'on a tous une façon de voir les choses, une éducation différente, et ça permet de réfléchir intelligemment parce qu'on a tous du coup notre sphère et de combiner toutes ces sphères et de l'imposer, et ben, on se rend compte qu'il y a un mécanisme qui s'enclenche et au début on ne comprend pas, mais au fur et à mesure ça aide beaucoup et ça donne l'exemple, mine de rien, de forcer au début. Et ouais, il faut juste, enfin, c'est que une histoire de discussion et de communication entre nous, mais de forcer au départ, ça permet de se dire, ok, bah, de toute façon, j'ai pas le choix, je suis forcée. Et puis après, tu dis, ah, mais en fait, finalement, c'est trop bien d'être bien réparti parce que on se rend compte qu'il y a des choses qu'on n'y pensait pas tant qu'on s'était pas confronté entre nous, euh, entre bah, éducation différente, culture différente, façon de penser différente. Mm. Ouais, et puis sinon, on a vraiment aussi l'impression de construire des solutions pour toute la population. Parce qu'en fait, comme on est entouré de gens qui nous ressemblent, on a vraiment la sensation en fait de répondre à un besoin clé et à des attentes clés, comme lorsque on se confronte pas à d'autres familles politiques, par exemple, et qu'on a l'impression que notre avis est l'avis porté par la communauté et l'ensemble de la population. Bah là, c'est pareil pour les solutions et c'est vraiment important. Julie? Moi, je tends à être favorable au quota avec l'expérience de la loi Copé-Zimmermann, par exemple, qui a pas mal remis les choses à l'équilibre dans les conseils d'administration des entreprises. La loi sur on est en période électorale, donc on l'expérimente. Le fait de forcer des listes paritaires nous a permis de gagner plusieurs années. Euh, la diversité, c'est toujours plus compliqué au début. Il y a plein de travaux en sociologie des organisations qui montrent que dans les équipes diverses, on a plus de mal à installer une discussion au départ parce que forcément, il faut tout expliquer, tout frotte, alors qu'effectivement, des équipes plus uniformes en termes de parcours, en termes d'expérience, ben, vont avoir l'impression de vraiment aller vite, d'être efficaces, etc. Simplement, en fait, elles sont de fait privées d'une partie de la vision, ne serait-ce que du problème, sans même parler de la solution. Donc voilà, donc effectivement, dans une période où en plus on voit que, on le sait, enfin je veux dire, c'est pareil, ça a été théorisé, ça a été montré, et l'ONU Femmes est en train de sortir des chiffres. Avec la crise pandémique, en un an, on a perdu au niveau mondial, donc sur plein d'aspects, une génération de travail sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes. Donc On est effectivement, j'étais à la remise du rapport du coup jeudi, ouais, 132,5 ans du coup aujourd'hui pour qu'on arrive à l'égalité homme-femme. voilà, donc en fait, Ouais. c'est trop long, ça n'ira pas. Enfin, en tout cas, moi, je considère que ça n'ira pas. On va pas attendre 130 ans, enfin, c'est pas possible. Surtout si chaque fois il y a quelque chose de grave, on repart 25 ans en arrière, en fait, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, effectivement, la question des quotas, elle se pose. Je pense qu'elle doit être réfléchie intelligemment avec des quotas de candidature plutôt que des quotas de présence. Parce que la question, en fait, c'est le pipe, c'est l'accès, c'est s'assurer qu'on a bien évoqué toutes les possibilités, toutes les opportunités, et que ben, on n'a pas juste regardé voilà, les deux, trois personnes disponibles. Ah ben non, il n'y avait pas de femmes, bon, bah, c'est pas grave, écoute, c'est qu'il n'y en avait pas, et puis voilà, ce serait trop facile. Donc je pense que c'est un sujet qui vaut le coup de travailler un peu, quoi.
Et moi, je rajouterais aussi la question des femmes dans la représentation dans les médias, notamment pour les experts et les expertes qui sont interviewés. Il y a eu une vraie problématique et beaucoup de femmes scientifiques se sont élevées contre les chaînes de télévision qui ont montré malheureusement, en fait, pendant la pandémie, beaucoup d'experts masculins qui intervenaient sur le sujet, qui n'étaient pas toujours les épidémiologistes les plus reconnus. Et il y avait aussi des femmes très compétentes. Donc, il y avait des hommes, bien entendu, très compétents qui ont été interviewés, mais aussi des femmes qui auraient pu être interviewées. Et malheureusement, ça met en avant et ça donne à voir à l'ensemble de la population, aux petites filles, aux petits garçons, que les experts scientifiques, les personnes qui parlent de sujets importants de société, sont des hommes. Donc, ce serait aussi important que dans les médias, sur les conférences, il y ait un vrai sujet sur la mixité et la parité, notamment du temps d'antenne sur les experts qui interviennent. Du coup, ça m'amène aussi sur un autre point. Donc, on parle de parité et nous, chez Willa, on a des moments de non-mixité et je sais que sur les réseaux, on a été critiqué à certains moments par des personnes qui considéraient que justement on œuvrait pour la mixité et la parité, mais que comme on faisait des espaces non mixtes, on se contredisait. Alors nous, on est exceptionnellement convaincus, persuadés jusqu'à la moelle que, en fait, c'est important d'instaurer des espaces de sécurité, notamment lorsque les femmes se lancent dans l'entrepreneuriat parce qu'elles ne traversent pas les mêmes problématiques que les hommes et que c'est un fait, c'est comme ça, c'est la vie. C'est aussi pour ça que sur nos programmes d'accompagnement plus longs, lorsque les startups sont rentrées, et toi tu l'as vécu, Vie, on accompagne les équipes mixtes et vous êtes 2 filles et 2 garçons. Mais justement, vous, quel est votre avis sur la non-mixité et ces moments clés de non-mixité? Alors pour le coup, je trouve que c'est important. Enfin, c'est vrai que c'est un peu particulier parce qu'on a envie clairement de casser ce côté dire homme-femme, on veut être non-genré. Enfin, mais il y a quand même eu des générations derrière, une éducation derrière. Enfin, clairement, moi, j'ai une éducation asiatique, c'est très connoté pour le coup. Rares sont les femmes qui sont encouragées à faire des études d'ingénierie. La médecine, ça passe, mais l'ingénierie, c'est vrai que ma mère, elle avait un peu peur. Elle me dit, mais tu sais, c'est un monde d'hommes. Après, elle a vu que je jouais beaucoup à la voiture quand j'étais petite, donc elle s'est dit, bon, je pense que ça va aller. Mais ouais, ça fait du bien parce que on se dit pas les mêmes. Enfin, avec l'éducation qu'on a eue, quand on est entre femmes, je trouve qu'on se dit plus facilement les choses parce que enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, mais clairement, il y a un cercle assez de confiance qui est assez particulier et ça fait du bien pour des personnes où l'éducation est assez rigide sur la place de la femme et la place de l'homme, de se dire, bah, je retrouve un peu mes marques pour développer quelque chose. Enfin, l'entrepreneuriat, c'est pas évident, c'est beaucoup de peur, de frustration et d'avoir au moins des repères de confort qui a été dicté par nos éducations, ça aide à se développer et à pas se poser de questions et à s'enrichir. Donc, enfin, c'est un peu particulier de dire ça comme ça, mais je trouve que la non-mixité, les lieux, ça rassure quand même pas mal de monde. Et même les garçons, je trouve que c'est quelque chose qui leur fait du bien aussi parce que je me rends compte que, par exemple, dans notre équipe, où on est 4, en effet, 2 garçons, 2 filles, quand on laisse les garçons parler entre eux, ils ont une manière de discuter qui est totalement différente parce que c'est vrai que Amalia et moi, on est très dans l'émotion, dans beaucoup de choses. Et eux, des fois, ça leur perturbe. Ils disent, bah, vous n'êtes pas assez efficace, les filles, on a besoin d'aller plus vite sur ça, ça, ça. Mais c'est juste une question de, bah, c'est vrai que dans l'éducation que chacun a eue, on a une façon de percevoir les choses de manière différente. Et de cloisonner un petit peu, ça fait aussi du bien pour après se retrouver. Mais clairement, oui, au début, ça fait ça.
il faut pas se voiler la face. Clairement, il faut assumer comment on a été éduqué au départ et c'est pour la génération d'après et encore après que ça ira mieux, je pense, pour le côté 100% mix, 100% non-genré. Mais aujourd'hui, faut pas oublier que bah, on a encore, on a eu ce bagage de différenciation et ça, il faut garder ses origines et il faut travailler avec, clairement. C'est super intéressant ce que tu évoques en fait, c'est aussi une transition, quoi. L'idée, c'est pas de promouvoir la non-mixité sur le long terme et dans 100 ans, mais c'est que l'idée aussi, c'est que avec actuellement les constructions sociales, les combats qui sont les nôtres, la- 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 le système patriarcal dans lequel on vit, il faut encore le dire, il y a ce besoin d'engagement, et il y a ce besoin de soutien de communautés et de communautés peut-être non mixtes. Julie? Oui, moi, effectivement, le programme sur lequel j'interviens, donc chez Willa, qui est non mixte, c'est un programme vraiment d'émergence de son soi-même entrepreneur. Et donc, effectivement, euh, c'est un moment de grande découverte de soi et de grande fragilité pour les projets, parce que c'est des bébés projets qui sont parfois portés par des très jeunes femmes, parfois portés par des femmes plus expérimentées, mais en tout cas, c'est le début de leur carrière d'entrepreneur. Et clairement, entrepreneur, c'est pas un métier facile. C'est beaucoup de confrontation à des échecs, surtout au début, parce qu'on a une vision qui ne marche jamais comme on a prévu, forcément, sinon ce serait trop simple. Et comme c'est quelque chose de très fragile, effectivement, on est attentif à avoir cette euh, possibilité, d'autant qu'effectivement, sur l'entrepreneuriat, particulièrement ce qu'on observe, c'est que les idées, au début, émergent de problématiques que les personnes ont rencontrées dans leur vie. Et surtout sur ce programme-là, c'est frappant. C'est des choses qu'elles ont vécues, qui les conduisent à dire, ah bah tiens, il y aurait une solution pour ça. Et donc, c'est un moment où à la fois elles ont besoin d'être soutenues et encouragées, et où à la fois en même temps, il y a un besoin de peut-être plus de bienveillance, d'une forme de sororité, je dirais, qui peut être obtenue dans des groupes mixtes, mais ce n'est pas toujours le cas. La dynamique des groupes mixtes, effectivement, elle n'est pas la même pour toutes les raisons que Vi a très bien évoquées, des questions d'éducation, des questions d'habitude, de pratique, etc. Est-ce qu'on en aura encore besoin dans 10 ou 15 ans? Je ne sais pas répondre. Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que c'est est-ce que ça a vocation à être des moments? Oui, je pense, parce qu'effectivement, ensuite, le monde est mixte. Le monde est mixte et divers. C'est ce qui en fait la richesse et la beauté. Donc, il faut qu'on puisse évoluer dans ce système-là. Donc voilà, ça n'a pas vocation à être un truc de tout le temps, d'absolument, voilà. Mais effectivement, à des moments, c'est pas désagréable. Oui, je suis complètement d'accord avec vous et merci beaucoup pour cette réponse. Vous avez toutes les deux, alors toi, Vie, tu as développé ta boîte en plein Covid. Julie, tu as accompagné pas mal de femmes entrepreneurs et nous, Willa, on a continué à en accompagner pendant le Covid. Est-ce que vous avez trouvé que, c'est une question un peu rhétorique, hein, est-ce que vous avez trouvé que le Covid était plutôt une opportunité, un obstacle pour la carrière des femmes dans la tech et la carrière entrepreneuriale des femmes? Je vais faire une super belle réponse. Ça a tellement dépendu en Ouais. réalité, parce que ça a dépendu, ça a eu un impact très fort pour des projets dans le domaine de la culture, par exemple. Et statistiquement, parce qu'il y a plus de femmes dans ces milieux-là, c'est des projets qu'on a beaucoup accompagnés. Et pour eux, c'est évident que ça a été une catastrophe et que ça a été très dur. Pour des projets dans le domaine de la santé, euh, ça a été une forme d'accélération parce qu'effectivement, le secteur s'est rendu compte qu'il avait besoin de ces innovations, etc. Euh, le, le, Ça dépendait aussi de est-ce que les entrepreneurs avaient ou pas
des enfants, avait ou pas des conjoints qui étaient en situation de partager avec elle, en situation d'obligation et ou d'équilibre construit, enfin voilà, de partager avec elle la charge énorme qu'a représenté le soin aux plus fragiles dans cette période-là. Dans la promo des sprinteuses avec Vie, il y a notamment eu une entrepreneuse qui avait 3 enfants et dont le mari a continué à travailler en présentiel pendant tout le confinement. Et elle n'a rien lâché et on est hyper fiers d'elle parce que c'était une période très, 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 très intense. Et je mentionne son cas parce que justement, je veux on sait bien que la question de l'implication des pères dans le soin aux enfants, des hommes dans les tâches ménagères, c'est un work in progress voilà, mais c'est aussi des contraintes. Et ce père-là, il aurait certainement aimé être plus aux côtés de sa femme et de ses enfants. Donc ça a été une période, moi je crois que si je devais faire une généralité, je dirais que ça a été une période aussi où des gens se sont révélés et des situations se sont révélées. Je crois que ce qui est certain, c'est qu'on peut plus dire qu'on est en recherche d'équilibre vie privée, vie professionnelle. On est dans une phase d'intégration de la vie privée et de la vie professionnelle. Enfin, vous êtes toutes les deux chez vous pendant qu'on fait cette conférence, donc je suis un petit peu dans votre salon. Moi, je ne suis pas chez moi, mais je suis dans le bureau du rugby club où je suis bénévole parce que j'enchaîne avec ça ensuite et vous êtes dans ma vie, dans toute ma vie aussi. Et donc, on ne peut plus avoir cette idée que du 9 to 5 job où à 9 heures, on oublie toute sa vie et puis à 5 heures, on la reprend en entier, qui était voilà, quelque chose qui pesait. J'espère que ça aura conduit aussi peut-être plus de femmes, plus de jeunes filles à s'ouvrir des possibilités. Ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir des opportunités pour reconstruire une société différente et que ces opportunités-là, il va falloir les saisir. Et des femmes sont très à même de le faire. Merci beaucoup. Oui. Clairement, nous, on fait partie de la culture où c'était pas évident. Enfin, à la base, Amalia et moi, notre projet, c'était de créer un studio de danse. Clairement, c'était notre projet, créer un studio de danse, vraiment continuer sur notre lancée avec notre compagnie de danse. Et cette pandémie, ça nous a vraiment freinés. On a eu gros moment de déprime. Clairement, là où moi, j'avais clairement tout quitté au niveau de salariat pour cet univers de la danse. Ça m'a mis un gros coup de poing dans le sens, est-ce que j'ai fait une erreur? J'ai plus cette sécurité d'avoir un salaire, de devoir continuer à travailler, mais est-ce que ça va fonctionner? Et heureusement, ça nous est revenu vers nous, cette idée d'application, idée qu'Amalé avait eue de danse. Pour nous, pour le coup, c'était un boost parce que tous les studios de danse étaient fermés et forcément tout le monde avait besoin de danser. Donc créer cette application, ça a été un boost. Mais c'est pas évident d'être entrepreneur pendant la crise sanitaire parce que il y a beaucoup de networking mine de rien, de rencontres qu'il faut faire, des liens humains qu'il faut faire. Et là, tout se passe en visio. Donc du coup, ça fait un peu bizarre de voir tout le monde que en visio. On voit que des demi-épaules. Donc c'est vrai que même quand j'avais pitché pour Willa, c'était la première fois que d'habitude je fais toujours des pitchs en réel. Et quand j'avais postulé pour les sprinteuses, de voir tout le monde qu'en demi, et en plus, des fois, tu sais, c'est la personne qui parle, on voit que la face de la personne qui apparaît. C'est hyper dur parce que moi, j'ai besoin de voir les expressions faciales, est-ce que j'ai besoin de checker, et même là, quand on doit pitcher devant des investisseurs, j'ai besoin toujours de savoir est-ce qu'il est concentré, est-ce qu'il aime, est-ce qu'il sourit, ou est-ce qu'elle est attentive ou pas. Et en fait, ça, avec le visio, on le voit moins. Et même, du coup, on voit que des demi-corps, donc on ne voit pas si la personne a serré des poings ou pas. Et donc, c'est pas rassurant, hein. Clairement, c'est beaucoup de stress, je trouve. Et bon, après, clairement, heureusement, on sait apprendre et faire avec, mais c'est vrai que c'est pas. Je trouve que c'est un challenge supplémentaire pour le coup, qui nous rend encore plus fort, toujours. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Ouais, ça a pas du tout été évident, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes.
cette période de transition. Après, ça a été une période, transition, cette période de crise, soyons honnêtes. Après, ça a été une période aussi qui a été une période d'émulation dans la tech, avec la création d'outils de santé qui ont été portés par des profils tech extrêmement intéressants. Et j'ai aussi l'impression, alors je ne sais pas si c'est votre cas également, mais qu'aujourd'hui, on a aussi une attention plus particulière aux femtech. Et que ça vient aussi de la crise sanitaire et d'un retour en fait sur les solutions dédiées à la santé. Alors, je ne sais pas si c'est du fait du Covid, je ne sais pas si c'est une mode où qu'on se rend compte qu'en fait les femmes ont un corps totalement différent de celui des hommes et qu'il faut travailler sur le sujet. Mais en tout cas, il y a eu l'émergence aussi de solutions innovantes. Et pour la petite histoire, pour les tâches ménagères et la répartition des tâches ménagères, pas plus tard que hier, j'étais jury et nous avons eu la chance de découvrir une solution qui s'appelle Mayday, Maydee, qui est une application qui permet d'évaluer la répartition des tâches ménagères dans un couple. Et quel que soit le couple, quel que soit l'âge, ça vous permet d'objectiver des discussions très houleuses sur qui a fait le repassage, mais machin. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que du coup, ça vient aussi discriminer certaines tâches avec les enfants. Parce que on est souvent à dire, oui, mais moi, je me suis occupée des enfants. Mais alors, ce n'est pas pareil quand tu fais un puzzle que quand tu fais à manger ou tu donnes le bain à ton enfant. Et du coup, ça permet aussi, c'est des solutions comme ça, des solutions tech qui sont portées par des femmes, donc parce que c'était un jury d'entrepreneurs féminines. Et comme tu le disais, Julie, des solutions qui sont vécues du coup, des questions qui sont vécues, des difficultés et des problématiques qui existent dans la vie des entrepreneurs et d'où émergent des solutions comme Mayday. Mais c'est la même, si je rebondis, ça fait très bien le lien avec la question de la femtech. Enfin, je vais le redire, moi je suis ingénieur en physique. Niels Bohr, qui est un des grands penseurs de ma discipline, dit de toute façon, si on ne peut pas le mesurer, ça n'existe pas. Et donc, c'est pour ça qu'on compte, en fait. C'est pour ça que c'est nécessaire de compter. C'est pas du tout un truc ni hargneux, ni revendicatif, ni rien du tout. C'est juste, on compte. Ça a été largement discuté en data science avec un excellent livre dont l'autrice m'échappe, mais que je vous retrouverai, Caroline. Si tu veux, c'est un livre sur les femmes et la data et en fait l'invisibilisation des femmes dans les jeux de données qui contribuent in fine en intelligence artificielle notamment à la disparition des femmes dans les modèles en fait, puisque beaucoup de choses en tout cas dépendent du jeu de données qu'on va mettre en entrée, et donc d'où l'intérêt de compter des choses comme ça et d'expérimenter avec des choses comme ça. Et effectivement, sur la santé, on arrive à l'ère de la médecine personnalisée, des thérapies géniques, des choses comme ça. Ça ne pourra pas fonctionner pour toutes les personnes qui ont des cycles hormonaux. Parce qu'effectivement, oui, alors plutôt les femmes biologiques, effectivement, qui sont la première cible, mais pas exclusivement. Toutes les personnes qui ont des règles, qui ont des cycles hormonaux, ont des variations d'hormones qui sont plus fines et plus subtiles et avec une fréquence différente de celle des personnes plutôt de genre masculin. Et ça, il va falloir que l'industrie le prenne en compte. En fait, c'est plus, on n'est plus à l'ère de la production des antibiotiques, en fait. Donc effectivement, les choses s'affinent, les choses changent. Les outils le rendent possible aussi. On peut compter beaucoup plus de choses, mesurer beaucoup plus de choses. Et donc, si on peut mesurer, on peut décrire la réalité d'une manière beaucoup plus précise et beaucoup plus exacte.
Je suis totalement d'accord. Et je pense aussi que finalement, quand on a ces mécanismes de chiffres, on tombe dans une objectification des situations qui va nous sortir du conflit permanent. Parce que ce qui était intéressant, et c'est ce que nous disait l'entrepreneur hier, c'est que beaucoup au départ ont un peu peur d'utiliser la solution parce que ça va crisper sur des situations et ça va crisper les personnes sur un positionnement. Et en réalité, bah, quand on est mis en face d'une donnée et qu'on est mis en face d'une certaine réalité, finalement, on a tendance à rentrer quand même, on n'est pas des êtres humains si butés, on a quand même tendance à rentrer sur une discussion beaucoup plus apaisée. Vous, de votre côté, si vous deviez donner des conseils à des jeunes filles, parce que WooGitech, c'est aussi pour les jeunes filles qui veulent se lancer dans la tech ou en tout cas qui se questionnent, ce serait quoi? Alors moi, j'ai un conseil qui est très inspiré parce que quelque chose que je fais beaucoup en ce moment, parce que c'est la saison de Parcoursup. C'est la saison du bac, c'est la saison de Parcoursup, et j'ai des copains qui ont des enfants plus âgés que les miens. Envisagez des études scientifiques. N'ayez pas peur d'aller faire de la physique, d'aller faire des maths, d'aller faire des sciences fondamentales. C'est des études qui vous serviront toujours. C'est des études qui ne sont pas des séances de torture. Encore une fois, ingénieur, c'est le plus beau métier du monde. On décortique des trucs et on construit d'autres trucs. Enfin, basiquement, c'est une vie entière à apprendre à jouer au Lego, hein, je vous le dis. Donc, regardez ces études-là. Regardez, n'ayez pas peur des prépas. N'ayez pas peur des prépas, notamment des prépas scientifiques. Choisissez-les bien. Demandez des conseils. Demandez-leur des noms d'anciennes, des noms de femmes actuellement dans ces parcours-là. C'est des études qui sont gratuites. C'est des études où il y a souvent des internats, donc ça ouvre beaucoup de possibilités, notamment pour celles d'entre vous qui sont issues de quartiers moins favorisés. Les écoles d'ingénieurs sont gratuites le plus souvent parce qu'elles sont publiques. Vous savez, et si vous ne savez pas ce que vous voulez faire aujourd'hui, et si vous vous dites, mon Dieu, je ne sais pas ce que sera mon métier demain, envisagez ces carrières-là, parce qu'à l'issue de ça, soit vous aurez trouvé, soit vous vous serez rendu compte que de toute façon, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, et à partir de là, vous êtes parti, quoi. Vous pourrez rechanger de vie, vous allez rechanger de vie plein de fois. C'était déjà le cas, enfin, c'est déjà le cas pour moi, ça sera encore plus le cas pour vous. Donc voilà, donc envisagez ces études-là, n'ayez pas peur de le faire. Contactez Femmes Ingénieurs, contactez-nous chez Willa, contactez Vie pour parler d'Epitech. Enfin, chez 42, ils bossent énormément sur le sujet. Venez nous voir. Merci aussi. Ouais. Voilà, venez nous voir. Il y a des opportunités, il y a des possibilités, et clairement, comment dire, ça vous ouvrira une carrière qui sera d'autant plus riche que vous n'aurez plus jamais besoin de vous poser la question de est-ce que vous allez être en situation de trouver du travail ou pas. Vous serez en situation de trouver du travail, donc vous pourrez aller faire autre chose, et cette industrie a besoin de vous de toute façon. Je le dis pour les métiers de la tech, je l'entends moi toujours au sens très large. Dans l'industrie, ils vont recruter massivement dans les prochaines années. Voilà. Donc tech, numérique, industrie, sciences, bref, n'ayez pas peur d'aller faire des maths. On ne peut pas dire mieux. Ouais, clairement, je rejoins Julie, il ne faut pas hésiter à être curieuse, d'aller se renseigner, de parler au maximum. Ça fait toujours plaisir à n'importe qui de donner ses conseils, ses retours d'expérience. Franchement, il ne faut pas hésiter à aller solliciter du monde. Et même si on est timide, d'aller regarder des vidéos de présentation des différents programmes d'accompagnement ou même des écoles, faire les portes ouvertes. Il ne faut pas hésiter à aller questionner au maximum. Et au plus on a d'informations, au plus ça rassure et ça donne la motivation d'aller plus loin, ouais, clairement. Merci beaucoup.
Je voulais aborder un dernier point avec vous parce que je pense que c'est essentiel aujourd'hui et ça devient un vrai mouvement, la partie no-code et low-code, notamment pour des entrepreneurs qui auraient pas, qui seraient pas passés par une école d'ingénieur ou une école d'informatique comme toi, Vi. Je vois qu'il y a quand même beaucoup de solutions qui permettent aujourd'hui à des entrepreneurs qui sont pas initialement tech de se former à moindre coût, de se former plus rapidement et de sortir en tout cas leur première version de produit avant d'aller chercher des développeurs pour tester leur marché. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces nouveaux outils et qu'est-ce que vous conseillez aussi aux entrepreneurs qui sont pas tech et qui se disent « Ah, il me faut un CTO avant de développer mon MVP ». Bah, clairement, il faut pas enfin, ces outils, no code, low code, ils ont été développés pour faciliter la tâche parce qu'en tant qu'entrepreneur, on a pensé à tellement de choses et à tellement de enfin, faut apprendre beaucoup, beaucoup de choses, mine de rien et c'est des outils qui sont faits pour faciliter la tâche. Donc c'est un petit peu, enfin, pour comparer très simplement, à la cuisine. Par exemple, moi, je suis très, très nulle en cuisine et d'avoir des robots, pour nous aider, bah, on dit pas non, quoi. D'avoir, ne serait-ce qu'un fouet électrique, ça fait gagner du temps, on se prend pas la tête, c'est facile d'utilisation, il faut juste lire la notice. Donc c'est pareil, tous les outils de low code, no code, c'est pas lire une notice, mais souvent c'est d'aller voir sur YouTube des vidéos. Ça nous permet clairement de gagner du temps et de l'argent aussi, parce que c'est des solutions qui sont gratuites. Et le CTO, le truc, c'est que c'est quand même, ça demande on a l'impression qu'on donne tout et qu'on s'occupe plus de rien et que c'est facile. Bah non, au contraire, le CTO, c'est un humain, mine de rien, en face. Et il a besoin d'absorber le contexte, d'absorber nos valeurs, de comprendre. Enfin, on dit toujours que les techs, bah, c'est des machines, on leur donne le truc et ils vont pondre. Et bah non, parce que c'est le meilleur moyen de se croûter en vrai. On a clairement besoin de comprendre quand on est tech tout l'univers pour que ça corresponde à 100% au produit, enfin au projet visé. Et de commencer au moins de faire le low code, no code, d'utiliser ces outils, ça permet de se faire un point avec nous-mêmes et se dire, ah, en fait, de quoi en vrai j'ai besoin. Et ça nous permet de faire un petit peu ce point avec nous-mêmes et d'essayer et dire, bah, en fait, j'étais partie sur ça et en fait, c'est pas du tout la bonne solution, il faut que je passe sur autre chose. Et enfin, ça permet de challenger. Et ce temps-là, mine de rien, il est important, mais ça économise largement de l'argent et ça évite bah, de créer des frustrations avec d'autres personnes qu'on implique dans notre projet. Enfin, je trouve que c'est une économie, quoi, clairement. Oui, et puis ça permet, enfin, c'est toujours dans cette logique de construction et d'expérimentation qui, de toute façon, est la clé du métier d'entrepreneur. Enfin, ça permet de tester des choses très vite, euh, de se planter aussi très vite, mais très discrètement dans son salon, et donc c'est quand même pas désagréable. Et de gagner en fait appel à son banquier ni à sa famille. ni à sa famille. Et c'est vrai que ça ouvre des possibilités. La comparaison avec les robots ménagers est extrêmement pertinente, je trouve, parce qu'effectivement, à la fois ça aide, et puis effectivement, les outils no-code, ça va du batteur électrique au Thermomix en termes de fonctionnalité, de prix, de tout. Mais du coup, vous trouverez sûrement chaussures à votre pied, quoi. Et du coup, si vous êtes plus jeune, étudiante ou que vous avez envie, pareil, de tester, il y a des versions gratuites. Il y a des versions où vous pouvez quand même commencer à vous amuser, que ce soit sur Notion, Adalo, Airtable, Zapier. Vous pouvez commencer à créer des automatisations ou à, par exemple, faire votre première landing page sur Strikingly, Webflow et autres, j'en passe. Mais aujourd'hui, voilà, vous n'avez pas besoin d'être dev pour créer votre première landing page ou un site web assez simple. Et ça vous permet aussi de toucher un petit peu ce qui est de la technique et vous donner peut-être envie d'en savoir plus.
On arrive pile poil à la fin de cette table ronde. J'ai été super contente de pouvoir échanger avec vous. Je suis vraiment ravie d'avoir pu entendre votre avis sur toutes ces questions phares et ces sujets de société parce que vraiment, on ne le répète pas assez. Les femmes dans la tech, c'est un sujet de société. C'est un sujet qu'il faut prendre à bras le corps et dont tout le monde doit se saisir, que ce soit les hommes, les femmes, les plus jeunes, les moins jeunes. Donc, on est vraiment ravis d'avoir pu en parler avec vous. Si vous êtes intéressé, si vous êtes une femme dans la tech et que vous bossez dans la tech, vous n'êtes pas entrepreneur, vous pouvez contacter 15 Tech. Si vous êtes entrepreneur, vous pouvez contacter Willa. Si vous êtes une jeune femme dans la tech, vous pouvez aussi contacter Hello Ada, qui est une association. Vous avez énormément d'opportunités et d'accompagnement aujourd'hui qui s'ouvrent. Si vous êtes une jeune fille, vous pouvez aujourd'hui aussi apprendre à coder avec des associations qui vous suivent et qui vous apprennent le code. Et si vous êtes une moins jeune, n'hésitez pas, vous avez aussi plein d'initiatives. Il y a Ada Tech School qui apprend aux femmes de tout âge à coder. Donc, vous le voyez, vous n'êtes pas seul. Et si vous en avez envie, ce n'est qu'un apprentissage parmi tant d'autres. Donc, allez-y, go. Merci à toutes les deux. Je vous souhaite Merci beaucoup. une très, très belle journée. Et à vous aussi.